Jacques l'Éventreur, Xavier Dupont de Ligonnès, le petit Grégory, l'écurie du Brabant, qu'ont en commun toutes ces affaires? Eh bien, ce sont toutes des cas non élucidés. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va parcourir les affaires non élucidées les plus célèbres. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai l'avancée des technologies qui pourraient faire en sorte que ces mystères ne restent plus si longtemps élucidés. Attention, on va aborder pas mal de cas, donc je ne peux pas y aller vraiment en profondeur. Mais s'il y a une affaire qui vous intéresse plus particulièrement, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire et je ferai une vidéo spécifique à ce sujet. Alors vous êtes prêts à découvrir les mystères non résolus les plus célèbres? C'est parti! Xavier Dupont de Ligonnès. Ça reste un nom qui est certainement toujours dans la mémoire de la plupart des Français. Cette affaire concerne le meurtre de 5 membres d'une même famille à Nantes en avril 2011. Et surtout, la disparition du père, principal suspect qui n'a jamais été retrouvé depuis. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, entre le 3 et le 5 avril 2011, Agnès Dupont de Ligonnès et ses 4 enfants sont assassinés à leur domicile de Nantes. Les corps, ainsi que ceux des 2 chiens de la famille, sont retrouvés le 21 avril, enterrés sous la terrasse et recouverts de chaux vive pour accélérer la décomposition. Xavier Dupont de Ligonnès, le père, est le principal suspect. Il est vu pour la dernière fois le 15 avril 2011, quittant à pied un hôtel Formule 1 à Roquebrune-sur-Argent, dans le Var. Et ce, après avoir abandonné sa voiture sur le parking. Avant la découverte des corps, il avait envoyé des lettres à ses proches, évoquant un départ soudain pour les États-Unis, dans le cadre d'un prétendu programme de protection des témoins, ce qui s'est avéré être un leurre. Une enquête de grande ampleur est lancée, mobilisant la police française et Interpol. Plus de 900 signalements sont recensés, mais aucune piste n'aboutit. Des recherches sont menées dans des monastères, des grottes et même à l'étranger sans succès. En 2015, des ossements sont découverts près de la zone où Xavier a disparu. Mais l'analyse ADN montre qu'il ne s'agit pas de lui. En 2025, une nouvelle piste évoque la possibilité qu'il aurait trouvé refuge à Malte. Et ce, après la détection d'une activité d'un appareil Android, mais rien n'a été confirmé à ce jour. Alors, 2 grandes hypothèses persistent. Xavier Dupont de Ligonnès se serait suicidé après les faits, ou aurait réussi à disparaître et vit toujours sous une fausse identité. L'affaire passionne le public et les médias, générant de nombreuses théories, enquêtes amateurs et de nombreux documentaires. D'ailleurs, au niveau des médias, il y a eu quand même une grosse anecdote. En 2015, un individu est arrêté à l'aéroport de Glasgow, en Écosse. Et alors là, les journaux s'emparent de l'affaire. C'est le Parisien qui commence, en titrant à la une « Xavier Dupont de Ligonnès est arrêté ». Ouais, pourtant, la police dit « Oui, on a bien arrêté un suspect, mais l'identification est en cours ». Mais non, pas de souci, pour les journaux c'est une affaire entendue, et de nombreux quotidiens tels que Ouest France, La Dépêche du Midi, Les Dernières Nouvelles d'Alsace, L'Ardennais, etc. reprennent le titre du Parisien « Xavier Dupont de Ligonnès est arrêté ». Ouais, le lendemain, on met déjà au conditionnel, c'est « Il se pourrait que Xavier Dupont de Ligonnès soit arrêté ». Et en fait, il s'est avéré que ce n'était pas lui du tout. La police de Glasgow était intervenue sur base d'une dénonciation anonyme et avait arrêté un gars qui en fait était un retraité de chez Renault et qui lui venait rendre visite à sa femme qui est écossaise. Rien ne correspondait. Le personnage était beaucoup plus âgé que Xavier Dupont de Ligonnès et les empreintes digitales correspondaient à peine, c'est-à-dire qu'il y avait 5 points de conformité sur 13. Alors, si vous voulez savoir comment on analyse les empreintes digitales, eh ben, j'en ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver ici. Ceci montre bien de nouveau que dans la presse, ça s'emballe bien vite et qu'il ne faut vraiment pas toujours se fier à ce que la presse raconte. Et dans ce cas-là, les journalistes ont été victimes eux-mêmes de la situation qu'ils avaient contribué à créer. Et ils s'en fait passer pour des... Voilà, je ne vais pas dire le mot. Alors, pour en revenir à notre Xavier, est-il coupable ou non? Eh bien, des éléments de sa personnalité, ses difficultés financières et des courriers laissent quand même fort penser à une préméditation et à un profond mal-être. Mais cependant, le mobile exact demeure extrêmement flou. À ce jour, Dupont de Ligonnès est toujours recherché et aucune preuve tangible de sa mort ou de sa survie n'a été retrouvée. Il demeure l'un des fugitifs les plus recherchés d'Europe. Et chaque nouvelle piste relance l'intérêt autour de ce dossier hors norme. La disparition de Marie Wagon. Oui, nous en Belgique, on dit wagon, pas wagon, puisqu'on trouve que si on a inventé le W, c'est qu'il y a une raison, sinon on aurait juste gardé le V. Je sais bien qu'en France, vous allez au WC, que vous montez dans des wagons, mais je ne pense pas que vous buvez du whisky. Enfin, bref. Donc la disparition de Marie Wagon est survenue le 14 novembre 1996 à Agen. Et il demeure l'un des plus grands mystères criminels français. Alors que s'est-il passé? Marion Wagon, âgée de 10 ans, quitte son école primaire à midi pour rentrer chez ses parents qui habitent seulement à 400 mètres de l'école.
Sur le chemin, elle passe par son ancienne école maternelle et elle veut dire bonjour à son ancienne maîtresse et aussi faire un petit tour de toboggan. Et ensuite, au détour d'une rue, elle disparaît sans laisser de traces. Dans l'après-midi, une mobilisation massive est lancée. Parents, voisins, forces de l'ordre et équipes cynophiles ratissent la ville. L'affaire suscite une mobilisation nationale sans précédent. Le visage de Marion est imprimé sur des millions de bribes de lait. Oui, les médias relaient massivement les appels à témoins. Même les employés de la Poste, qui étaient en grève ce jour-là, ont accepté de rouvrir les bureaux pour permettre de faire le tri pour distribuer les affiches dans toute la France. Mais, malgré des centaines d'auditions, de multiples pistes explorées et des recherches à grande échelle, aucune trace de la fillette n'a été retrouvée. Plusieurs pistes sont envisagées, notamment celle d'un enlèvement par un prédateur sexuel. Des tueurs en série tristement célèbres, comme Michel Fourniret ou François Vérove, dit Le Grelet, ont été étudiés sans qu'aucun élément ne permette de les relier formellement à la disparition de Marion. D'autres suspects locaux, dont certains avec des antécédents d'agression sexuelle, ont été interrogés, mais aucune charge n'a pu être retenue contre eux. En 2022, le dossier est repris par le pôle Cold Case de Nanterre, spécialisé dans la réouverture des affaires non élucidées. Si vous voulez en savoir plus sur le pôle Cold Case de Nanterre, j'ai fait également une vidéo que vous pouvez trouver ici. Les juges réexaminent donc l'ensemble des éléments, mais le mystère demeure total près de 30 ans après les faits. À ce jour, aucun corps, aucune preuve tangible, ni aucun suspect formellement identifié n'ont permis d'expliquer ce qui lui est arrivé. Cette affaire continue de bouleverser la France et d'alimenter l'espoir chez les proches comme chez les enquêteurs qu'un jour la vérité éclatera. Le 5 septembre 2012, un quadruple assassinat d'une rare violence secoue la commune de Chevaline en Haute-Savoie. 3 membres de la famille britannique Al-Healy, Saad, le père, Iqbal, son épouse, et Souhaïla, la belle-mère, ainsi qu'un cycliste savoyard, Sylvain Mollier, sont retrouvés criblés de balles sur un chemin forestier isolé. Les 2 filles du couple, âgées de 4 et 7 ans, survivent miraculeusement à l'attaque. L'une fut grièvement blessée, l'autre cachée sous les jambes de sa mère. Alors que s'est-il passé? La famille Al-Healy, en vacances dans la région, est attaquée en plein jour alors qu'elle stationne sa voiture sur un parking forestier près de Chevaline. Sylvain Mollier, cycliste local, est également abattu, probablement victime collatérale. La scène de crime témoigne d'un acte d'une extrême rapidité et d'un professionnalisme rare. 21 coups de feu tirés en 90 secondes avec 3 chargeurs différents. L'enquête, d'une ampleur internationale, explore de multiples pistes. Règlement de compte, conflit familial, espionnage industriel, erreur de cible ou tueur en série. En 2022, le dossier est également repris par le pôle Cold Case de Nanterre. Donc de nouveau, pôle Cold Case, c'est là. Et ce pôle ordonne de nouvelles expertises, notamment balistiques, et une reconstitution sur une base militaire. Car en effet, récemment, la piste d'un ancien militaire des forces spéciales, possiblement suisse, est privilégiée. Le mode opératoire, la rapidité d'exécution et la technique de tir laissent penser à une formation militaire très spécifique. L'arme utilisée, un pistolet Luger P06, peu courant et s'étant enrayé dans la tuerie, exclurait la possibilité d'un tueur à gages professionnel selon certains experts. 12 ans après les faits, l'affaire reste officiellement non résolue, mais les enquêteurs se disent plus proches que jamais d'une issue. Et ce, grâce aux nouvelles analyses et à la réévaluation des éléments matériels et balistiques. Cependant, la tuerie de Chevaline demeure l'un des cold cases les plus mystérieux de France. Elle fascine toujours enquêteurs, médias, publics, et ce par son absence de mobile clair et l'extrême discrétion de son auteur. Mais, malgré des avancées récentes et une piste militaire jugée sérieuse, l'auteur du quadruple meurtre de Chevaline n'a toujours pas été identifié ni interpellé à ce jour. Alors, comment parler d'affaires non résolues sans aborder l'affaire du petit Grégory? L'affaire Grégory Villemain est l'un des plus célèbres, si pas le plus célèbre des cold cases de France. Il marque l'histoire judiciaire et médiatique d'un pays depuis près de 40 ans. Pour rappeler les faits, le 16 octobre 1984, Grégory Villemain, 4 ans, disparaît alors qu'il joue devant la maison familiale à l'Épanche-sur-Vologne dans les Vosges. Quelques heures plus tard, son corps est retrouvé pieds et poings liés, bonnet rabattu sur le visage, dans la rivière Vologne, à environ 7 km de son domicile. Dès le lendemain, le père de Grégory reçoit une lettre anonyme revendiquant le crime.
et cela signé par un mystérieux corbeau qui harcelait la famille depuis 3 ans par des appels et des courriers menaçants. L'enquête s'oriente d'abord vers l'entourage familial, notamment à cause des lettres anonymes et des rivalités internes. Plusieurs membres de la famille sont tour à tour soupçonnés, inculpés, puis relâchés. Et ce, sans qu'aucune preuve formelle ne permette d'identifier le ou les coupables. L'affaire est marquée par des erreurs judiciaires, des expertises contestées, des témoignages rétractés et une forte pression médiatique, de nouveau, ayant nui à la sérénité de l'enquête. Les médias... Le père de Grégory, Jean-Marie Villemin, tue Bernard Laroche, son cousin, qui est le suspect principal à un moment de l'enquête en 1985. Ce qui ajoute encore à la tragédie familiale et à l'ambiance médiatique. À ce jour, l'affaire n'est toujours pas élucidée. Aucun coupable n'a été condamné pour l'assassinat de Grégory Villemin. En mars 2024, la justice a ordonné de nouvelles analyses ADN et de reconnaissance vocale, espérant que les progrès scientifiques puissent enfin permettre d'identifier le ou les responsables. Mais l'avancée des progrès, comme je l'ai dit, on verra ça à la fin de la vidéo. L'affaire continue de diviser, de fasciner et symbolise à la fois le chaos judiciaire et la complexité des drames familiaux. L'affaire Tamanchou, qui est également connue sous le nom de mystère de l'homme de Somerton, est également l'un des plus grands mystères criminels non résolus à ce jour. Le 1er décembre 1948, le corps d'un homme non identifié est découvert sur la plage de Somerton Park, près d'Adélaïde en Australie. L'homme, d'environ 40 ans, bien habillé, ne porte aucune pièce d'identité. Toutes les étiquettes de ses vêtements ont été soigneusement retirées, rendant l'identification impossible. Parmi les effets personnels, des tickets de transport, du chewing-gum, des allumettes, 2 peignes, un paquet de cigarettes, mais aucun portefeuille ni argent liquide. Un petit morceau de papier roulé mentionnant les mots Tamanchud, signifiant fini ou terminé en persan, est retrouvé dans une poche secrète du pantalon de la victime. Après enquête, ce morceau provient d'une édition rare du recueil de poèmes persans des Rubaiyat d'Omar Khayyam, retrouvé dans une voiture abandonnée à proximité. Dans le livre, la police découvre également une série de lettres et de chiffres formant un code indéchiffré à ce jour, ainsi qu'un numéro de téléphone mystérieux. L'autopsie ne va pas permettre de découvrir la cause exacte du décès. Aucune trace de violence ni de poison classique n'a été trouvée. Le contexte de guerre froide, la présence de codes et l'absence d'identité ont alimenté de nombreuses théories, dont celle d'un espionnage international. Malgré des décennies d'enquête, l'identité de l'homme, les circonstances de sa mort et la signification du message Tamanchud restent inconnues. Alors ici on change de pays, on va en Belgique pour parler de l'affaire Kim et Ken. C'est donc une affaire non résolue qui débute le 4 janvier 1994 à Anvers. Oui, on dit Anvers, pas Anvers. Elle débute avec la disparition de Kim Heyman, 11 ans, et son frère Ken Heyman, 8 ans. Les 2 enfants se rendaient jouer au football lorsqu'ils disparaissent. La police pense d'abord à une fugue. Mais 1 mois après la disparition, le corps sans vie de Kim est retrouvé dans le bassin Asia du vieux port d'Anvers. Elle ne porte plus qu'un t-shirt, ses sous-vêtements ont été arrachés et sa culotte abaissée. Le corps présente de nombreuses blessures et des traces d'agression sexuelle. Le corps de Ken n'a jamais été retrouvé, et ce malgré d'importantes recherches. Il est déclaré mort en 2014 par le tribunal civil d'Anvers. L'enquête explore plusieurs pistes, dont celle du père de Ken et père adoptif de Kim, Manuel Heyman, qui avait envoyé une lettre anonyme au parquet d'Anvers et dont l'alibi est jugé douteux. Il a tenté de se suicider, mais aucun élément n'a permis de l'inculper. La piste du tueur en série Ronald Janssens a également été envisagée, mais sans aboutir. Un comité citoyen, le comité Kim et Ken, a été créé pour faire avancer l'enquête entre 1995 et 2001. L'affaire demeure à ce jour totalement non élucidée. Le meurtrier de Kim n'a jamais été identifié, Ken reste introuvable et aucun suspect n'a été formellement inculpé. La mère des enfants, Tini Mast, a écrit un livre pour raconter son combat et maintenir la mémoire de ses enfants. Le livre « Kim et Ken, mes enfants disparus ». Cette affaire est l'un des plus grands mystères criminels belges, marqué par la douleur d'une famille et l'absence de réponse plus de 30 ans après les faits. On reste en Belgique avec les tueries du Brabant, également appelées tueurs du Brabant ou bande de Nivelles. Et cette affaire désigne une série de braquages extrêmement violents perpétrés en Belgique entre 1982 et 1985. Et ce,
bien évidemment principalement dans la province du Brabant. Ces attaques visaient surtout des supermarchés, principalement du groupe Delhaize, mais aussi parfois des armureries, des policiers et des civils, et ce, y compris des enfants. Les tueurs agissaient avec une extrême brutalité, tirant sans distinction sur les clients et le personnel. La première vague s'étend de 1982 à 1983, et la seconde à l'automne 1985, qui fut marquée par 3 attaques particulièrement meurtrières. Cependant, malgré la violence des faits, le butin total est très faible, aux alentours des 175 000 € en valeur actuelle. Ce qui évidemment renforçait le mystère autour des motivations réelles des tueurs. Malgré plus de 40 ans d'enquête, les auteurs n'ont jamais été formellement identifiés. De nombreuses pistes ont été explorées. Anciens gendarmes extrémistes cherchant à déstabiliser l'État, prédateurs isolés, implication des services secrets étrangers, voire même affaires impliquant la haute société belge, allant même jusqu'au roi Albert II qui aurait participé à des parties fines. Bon, il n'était pas encore roi à cette époque, mais voilà, tout y est passé. Ces crimes ont profondément marqué la Belgique, provoquant peur et incompréhension de la population et un traumatisme durable pour les familles des victimes. Il y a eu 28 morts et plus de 40 blessés. L'affaire a donc donné lieu à de multiples rebondissements, fausses pistes, commissions d'enquête parlementaires et recours à de nouvelles techniques scientifiques, sans succès. Les tueries du Brabant restent l'un des plus grands mystères criminels européens, symbolisant à la fois les limites de l'enquête judiciaire et la persistance des cold cases dans la mémoire collective belge. Comment également parler des affaires non élucidées sans aborder certainement la plus célèbre? Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur, c'est un surnom d'un tueur en série ayant sévi dans le quartier de Whitechapel à Londres en 1888. Il est resté célèbre par la sauvagerie de ses crimes et l'énigme de son identité jamais élucidée. 5 meurtres, dits canoniques, sont attribués à Jack l'Éventreur. Ils furent commis entre le 31 août et le 9 novembre 1888. Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes et Mary Jane Kelly. Les victimes, toutes des femmes pauvres ou prostituées, sont retrouvées la gorge tranchée, souvent avec des mutilations abdominales et dans plusieurs cas, des organes internes prélevés. La violence des mutilations a laissé penser que le tueur possédait des notions d'anatomie ou de chirurgie. L'affaire a suscité une panique générale à Londres et une couverture médiatique internationale, renforcée par des lettres anonymes envoyées à la presse et à la police, et dont certaines furent signées Jack the Ripper, Jack l'Éventreur. Malgré l'arrestation et l'interrogation de nombreux suspects, plus de 80 personnes arrêtées, 2000 interrogés, le tueur n'a jamais été identifié et aucun coupable n'a été officiellement reconnu. L'affaire est considérée comme l'un des plus grands mystères criminels de l'histoire moderne. De nombreuses théories sur l'identité du tueur ont été avancées. Médecins, bouchers, membres de la royauté, mais aucune preuve définitive n'a jamais été trouvée. L'affaire Jack l'Éventreur reste un cold case emblématique, caractérisé par la brutalité des crimes, l'absence de mobile clair et un mystère qui fascine toujours historiens, enquêteurs et grand public. L'affaire Marie-Claire Bégaud est un dossier criminel non résolu qui remonte à l'automne 1991 dans la région de Nevers en France. Marie-Claire Bégaud, 38 ans, mère d'une petite fille de 2 ans, disparaît le 25 octobre 1991 alors qu'elle rentre de son stage de reconversion à Nevers. Sa voiture est retrouvée sur le parking de la gare de Béart. Son manteau portant des traces d'herbe à proximité. 2 jours plus tard, son corps ligoté, partiellement brûlé et dénudé est découvert sur une berge de la Loire entre Sauvigny-les-Bois et Infy. La victime a été frappée, étranglée, probablement violée, puis son corps en partie calciné. La scène de crime laisse penser à une agression sexuelle, bien que l'état du corps brûlé n'est pas permis de le préciser formellement. Un suspect, Jean-Claude Porot, déjà accusé de viol par d'autres femmes, est inculpé après avoir été sous pression. Mais ses aveux sont jugés peu fiables et il est finalement acquitté faute de preuves. Malgré plusieurs pistes et une forte mobilisation, l'enquête n'a jamais permis d'identifier formellement le ou les coupables. Plus de 30 ans après les faits, l'affaire reste toujours un des grands cold cases français. Entre 1980 et 1983, 4 jeunes femmes sont retrouvées assassinées dans la région d'Étampes, le long de la route nationale 20, RN20, dans l'Essonne. Ces crimes restent également à ce jour un des plus grands crimes non élucidés en France.
Les victimes, Michel Couturat, 17 ans, retrouvée assassinée le 11 mars 1980. Elle est pendue dans un château d'eau désaffecté, entièrement nue. Des traces de sperme sont relevées sur le corps. Sylvie Lehelocco, retrouvée assassinée le 25 décembre 1980, également étranglée et dénudée. Christine de Vauchel, 26 ans, gardienne d'immeuble à Paris, retrouvée nue et asphyxiée le 14 juillet 1982 près de l'aérodrome de Mondésir. Pascal Lecam, 21 ans, étudiante, retrouvée le 7 août 1983, étranglée, torturée et tuée à coups de tournevis. Des mouchoirs tachés de sperme sont retrouvés à proximité. Toutes les victimes étaient jeunes, menues, aux cheveux clairs, blondes, et ont été retrouvées entièrement nues, étranglées et abandonnées près de la RN20. Les autopsies n'ont pas permis de déterminer formellement si elles avaient été violées, bien que des indices d'agression sexuelle aient été relevés dans certains cas. Les enquêteurs ont évoqué la possibilité d'un tueur en série, surnommé l'étrangleur des tempes, le tueur de blondes ou le sadique de la RN20. Et bien que plusieurs pistes aient été explorées, dont celle de Michel Fourniret, aucune preuve n'a permis de l'incriminer formellement. En 2009, un homme est interpellé après l'identification de son ADN sur des mouchoirs retrouvés près du corps de Pascal Lecam. Cependant, il est relâché, faute de preuves suffisantes et de prescription des faits. Aucun lien n'a pu être établi avec les autres meurtres. L'affaire reste donc non résolue, malgré la réouverture du dossier et l'utilisation des techniques modernes d'analyse ADN. Les meurtres de la RN20 restent un cold case emblématique, illustrant la difficulté de résoudre des crimes en série avec peu d'indices matériels et l'absence de témoins directs. Et ce, malgré l'intérêt persistant des enquêteurs et des médias. L'affaire dite du disparu de la 12 concerne la mystérieuse disparition de Didier Seignol, un docteur en biologie cellulaire, survenu dans la nuit du 27 au 28 janvier 1994 à la 12 en Dordogne. Didier Seignol s'est volatilisé après avoir assisté à un entraînement de football et ce sans laisser de traces. Il est alors âgé d'une trentaine d'années et il disparaît comme ça sans explication, ce qui évidemment suscite rapidement l'inquiétude de ses proches et des habitants du village. Malgré d'importantes recherches et une enquête approfondie, aucun indice tangible n'a permis de comprendre ce qui lui est arrivé. L'affaire a été classée en 2018, mais sous la pression de la famille et grâce de nouveau à la mobilisation du pôle Cold Case de Nanterre, rappel, c'est là, le dossier a été rouvert près de 30 ans après les faits, redonnant quelque part espoir à la famille et à la communauté locale. En 2025, le dossier figure parmi les 12 affaires non résolues de la région reprises par le pôle Cold Case. Mais cependant, à ce jour, sa disparition demeure toujours inexpliquée. Aucune piste n'a permis d'élucider ce qui s'est passé cette nuit. L'affaire reste un mystère pour les enquêteurs et un drame pour ses proches qui espèrent toujours connaître la vérité. Le Golden State Killer. Alors lui, c'est un petit peu particulier parce qu'il va nous permettre d'introduire justement l'avantage de découvrir de nouvelles technologies. Le Golden State Killer, de son vrai nom Joseph James DeAngelo, est l'un des criminels les plus redoutés de l'histoire américaine contemporaine. Il a sévi en Californie entre 1974 et 1986, et ce en commettant une partie de crimes particulièrement violents. DeAngelo est reconnu coupable de 13 meurtres, d'au moins 50 viols et de plus de 120 cambriolages à travers la Californie. Avant d'être identifié comme une seule et même personne, il était connu sous plusieurs appellations selon les régions et les périodes. East Area Rapist, Original Night Stalker, Diamond Knot Killer et possiblement Visalia Ransacker. Il pénétrait dans les maisons la nuit, attachait ses victimes, souvent des couples, violait les femmes et terrorisait les familles. Il prenait parfois des objets personnels comme trophées et restait parfois des heures sur les lieux. D'abord cambrioleur et violeur, il devint progressivement meurtrier, n'hésitant pas à tuer ceux qui tentaient de lui résister. Malgré la collecte d'ADN sur les scènes de crime, aucune correspondance n'avait été trouvée dans les bases de données policières, rendant l'affaire non résolue pendant des décennies. En 2018, la police utilise une base de données de généalogie en ligne pour retrouver un cousin éloigné de DeAngelo, ce qui permet de remonter jusqu'à lui par recoupement familial. Une première mondiale dans une enquête criminelle. Joseph DeAngelo, ancien policier, est arrêté à l'âge de 72 ans. En 2020, il plaide coupable et est condamné évidemment à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Bien qu'il fût arrêté 40 ans après les faits, cette affaire a marqué l'histoire de la criminalité et de la justice américaine, notamment par l'utilisation pionnière de la généalogie génétique pour résoudre un cold case aussi ancien et complexe.
Alors donc cette affaire du Golden State Killer nous amène à aborder le sujet des avancées technologiques. On a vu tous ces cold cases qui n'ont pas été résolus depuis 20 ans, 30 ans, dans le cas de Jack l'Éventreur même c'est presque 150 ans. Est-ce qu'il y a espoir que ces affaires puissent un jour être résolues? Eh bien on va peu regarder ce que les avancées technologiques peuvent nous apporter. La première des avancées technologiques qu'on peut considérer, c'est l'analyse massive et le croisement des données. Et ce en effet grâce à l'IA. Attention, ici le jeu n'est pas de savoir si l'IA c'est bénéfique ou si c'est néfaste. Ici, c'est juste de dire voilà ce qui est possible de faire par l'IA. Le débat sur le bien fondé de son utilisation, c'est tout à fait autre chose. Donc dans le cas de l'analyse des données, l'IA est capable d'extraire, de croiser et d'analyser des milliers de documents, images, fichiers ADN, vidéos de surveillance et archives de presse en seulement quelques heures. Là où l'humain mettrait des années. Alors attention, toujours se méfier avec les bases de données, surtout quand on a souvent regardé les experts. Il faut toujours bien se dire que tout n'est pas fiché. Si vous regardez les experts, on va toujours trouver l'ADN de quelqu'un quelque part. Ça, c'est totalement faux. Je suis persuadé que vous, ni votre ADN, ni vos empreintes digitales ne sont encodées quelque part. Dans les experts, ça marche, hein? Il y a toujours une base de données quelque part où vous l'avez. Non. Alors évidemment, si votre ADN n'est pas codé, eh ben on ne vous trouvera pas. Ça pourrait arriver, c'est pour une raison X, Y, on vienne réellement à prélever votre ADN, et que là on puisse effectivement le recouper avec un ADN qui a été trouvé sur une scène de crime peut-être 10, 15, 20 ans auparavant. Et c'est là évidemment que l'IA intervient, parce qu'elle va pouvoir continuellement faire cette recherche. Mais vous ne tracassez pas, il y a très peu de chances que ni vos empreintes, ni votre ADN soient codés. Pour les empreintes digitales, donc je le répète, si vous voulez savoir comment ça marche, c'est dans cette vidéo, et vous saurez également comment on les classe et comment on les stocke. Alors l'IA est également capable de reprendre des anciens rapports, des articles de presse et des indices qui peuvent être comparés à des bases de données modernes pour trouver des correspondances somme toute inédites et qui va permettre de relier des affaires entre elles ou de retrouver des suspects ou des témoins. La deuxième avancée évidemment c'est l'ADN et la généalogie génétique. Les avancées en matière d'ADN, de nouveau couplées à l'IA, vont permettre de réexaminer des vieilles preuves qui peuvent parfois être dégradées et d'identifier des profils génétiques qui étaient jusque-là indétectables. Quant à la généalogie génétique, qui va croiser ADN et arbre généalogique, on pourrait donc résoudre des affaires en se basant sur une personne de votre famille, même parfois très éloignée. C'est donc ce qui a permis de confondre le Golden State Killer 40 ans après les faits. Il existe aussi des techniques de reconnaissance faciale et vidéo. De nouveau, les systèmes de reconnaissance faciale, couplés à l'IA, peuvent permettre d'identifier des suspects à partir d'images ou de vidéos très anciennes, et ce, même en tenant compte du vieillissement. Ces technologies sont donc capables de repérer des visages dans des bases de données ou dans des archives vidéo et offrant de nouvelles pistes aux enquêteurs. Attention, me direz-vous, oui, mais toutes ces techniques de reconnaissance faciale, ça peut être une atteinte à la vie privée. Oui. Ce qui est important de savoir, c'est que entre sécurité et vie privée, elles sont toutes les deux sur une même droite, mais dans un sens opposé. Plus vous voudrez de sécurité, moins vous aurez de vie privée. Plus vous voudrez de vie privée, moins vous aurez de sécurité. Alors, où est le bon équilibre? Mais ça, j'ai pas de réponse. C'est à chacun de le savoir. Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier de ma vie privée pour obtenir de la sécurité? Et qu'est-ce que je ne suis pas d'accord de sacrifier au risque de perdre en sécurité? Là, il n'y a pas de bonne solution. C'est tout un chacun qui peut apporter sa réponse. Mais donc, rappelez-vous, plus vous voulez de sécurité, moins vous aurez de vie privée et inversement. Le reste est un choix. Les nouvelles technologies peuvent également nous aider dans le profilage criminel et l'exploration des tendances. L'IA peut repérer des motifs ou des similitudes dans les modes opératoires, les lieux ou les profils des victimes, aidant ainsi à établir des liens entre des crimes qui pourraient paraître apparemment isolés. Il y a de nouveaux logiciels spécialisés et des outils d'enquête. Des logiciels comme Salvac en France analysent les liens entre les affaires violentes pour détecter des auteurs communs ou des schémas récurrents. Des outils comme ceux utilisés au Royaume-Uni peuvent traiter et visualiser des connexions entre des milliers de données issues de sources variées. Vidéos, réseaux sociaux, dossiers financiers, etc. en un temps record. Prenez rien qu'à votre service des outils comme Perplexity et NotebookLM qui peuvent examiner des sources toutes sortes de formats, que ce soit des vidéos YouTube, que ce soit des PDF, que ce soit des articles de blog, etc.
déjà à votre disposition, vous avez déjà pas mal d'outils qui peuvent déjà faire ça. Mais attention, malgré tout ça, il ne faut pas oublier les limites et le rôle de l'humain. Parce que malgré toute leur puissance, ces technologies ne remplacent pas, encore fort heureusement, l'expertise d'un être humain. L'IA oriente, mais ce sont toujours les enquêteurs et la justice qui vérifient, tranchent et décident. Il y a bien évidemment des enjeux éthiques, notamment sur la confidentialité dont on vient de parler, le risque de biais dans les algorithmes, ils ne sont pas fiables à 100%, et la nécessité évidemment de garantir l'équité des procédures. En résumé, la technologie, et surtout l'IA, offre aujourd'hui un nouvel espoir pour relancer ou résoudre des cold cases, et ce en permettant d'exploiter des volumes de données inaccessibles jusque-là, revisiter d'anciennes preuves et de générer de nouvelles pistes, et ce, tout en gardant l'humain au cœur de la décision judiciaire. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette tournée de nombreux crimes non élucidés, mais cependant, tous les criminels ne sont pas aussi subtils que ceux dont on vient de parler. Il y en a qui sont totalement débiles. Et après vous êtes posé des questions sur ce genre de criminels particulièrement habiles, vous avez le droit de vous détendre et de prendre un bon bol de fou rire sur les criminels les plus stupides de l'histoire. Je vous conseille donc d'aller voir ces 2 vidéos où je parle des cas où les bandits ont vraiment été stupides. Vous verrez dans ces cas que la bêtise humaine n'a vraiment aucune limite et je pense que vous passerez un très bon moment bien amusant.